Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à Pour diffusion immédiate, le podcast d'Agenda Client. Ce soir, le sujet est gestion d'enjeux, l'importance d'avoir un plan de gestion de crise en entreprise. Et on reçoit ce soir donc Daniel Matt, qui est le cofondateur de TAC Intelligence Conseil, et Jean Gosselin, qui est stratège en communication corporative. Bonsoir, Bonsoir. d'être avec nous. Merci de l'invitation. Très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation et on va commencer directement dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous expliquer comment bien départager la gestion de crise et la gestion d'enjeux et savoir un peu comment les deux sont complémentaires? La gestion d'enjeux, c'est le robinet qui coule. La gestion de crise, c'est le bain qui déborde. C'est bon, Ce qui fait la différence ça, entre les magique. deux, c'est l'action que tu vas poser ou que tu ne poseras pas. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est tout ce qui pourrait potentiellement causer le problème. Et il faut savoir qu'à peu près 2/3 des crises sont causées par des enjeux non gérés. Et évidemment, la crise, ça le dit, c'est quand tout arrête et que tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de gérer la situation. Donc, quand le bain déborde, c'est pas le temps de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. On trouve la façon de fermer, mais quand on voit le robinet couler, on dit pourquoi le robinet coule? Est-ce que le bain est bouché? Est-ce qu'il faut. C'est ce genre de petit. C'est une analogie de bête, mais c'est très clair. mais c'est vraiment ça la différence entre les deux. Les enjeux, c'est tout ce qui pourrait aller mal, et le défi, c'est de les trouver. C'est de les chercher. C'est d'être systématiquement. Il faut que quelqu'un dans une organisation soit l'empêcheur de tourner en rond et qu'il soit celui qui cherche la petite bébête pour éviter qu'on ait besoin du plan de gestion de crise. Moi, je peux juste rajouter, je suis en train de rejoindre ce que j'en viens de dire. Je dirais que l'enjeu, en général, on le connaît, on le voit venir. La crise, on ne la voit pas venir. La crise, elle est soudaine, imprévue, tandis que l'enjeu, avec l'exemple que j'en donnais, où ça peut être aussi, si on sait qu'on va avoir un conflit de travail à un moment donné, si on sait qu'on va être en rupture de stock à un moment donné, des choses qu'on peut travailler tous, c'est un enjeu. La crise, c'est l'accident, c'est la chose qui arrive à l'organisation qui n'était pas prévue, qu'on n'avait pas vu. Mais il y a une belle façon, j'imagine, aussi de prévoir des crises en gérant bien ces enjeux à la base. C'est la principale façon de les gérer. Si on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, le bel exemple, c'est le conflit de travail. On sait la journée où on signe la convention collective, à quelle date elle va se terminer. Et tout dépendant de la nature de l'organisation, à quel moment on va commencer à négocier. On sait autour de la table de négociation si ça va bien, si ça va bien. Ce sont tous des indicateurs qui font en sorte qu'une organisation ne devrait pas être prise par surprise parce que, il y a une grève ce matin. C'est pas supposé arriver. Donc, en gérant ces enjeux-là, on arrive à les éviter. Et la plupart des crises proviennent de l'interne. 80% des crises sont causées soit par la direction, soit par les employés à l'intérieur de l'organisation. Les crises vraiment subites, mis à part les catastrophes écologiques, ces choses-là, les crises vraiment subites, on devrait être capable de les gérer, de les détecter. Et Surtout si on a un plan. Surtout si on a un plan, parce que si on est préparé. Parce que le plan permet justement, Exact. on appelle ça un plan de gestion de crise, mais moi je préfère toujours appeler ça un plan de gestion des enjeux et de réponse aux crises. Parce qu'on peut difficilement planifier, il ne faudrait pas planifier une Non, crise. certains. Nous, par exemple, on va établir les risques potentiels qu'une entreprise auxquels une entreprise est assujettie. Il y en a qui sont communs à toutes les entreprises. Toutes les entreprises peuvent être victimes d'un accident, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont communs à un secteur particulier d'entreprise. Nous, on travaille beaucoup dans le secteur de l'alimentation, par exemple. Donc, un domaine où il peut y avoir des rappels de produits, de la contamination. Puis ça s'est vu, là. Vous avez sûrement des exemples qui vous viennent en tête de cas où ça s'est vu, ça se voit assez régulièrement. Fait en fonction du secteur, il y a des risques plus pointus qu'on va identifier, mais par ailleurs, il y a des risques qui sont communs à toutes les organisations aussi. Fait qu'on établit quand même cet risque-là, puis dans le plan qu'on a préparé, on a des réponses, évidemment, qui sont toujours ajustées en fonction de la réalité de la chose, mais on a des réponses déjà qui peuvent être prêtes en fonction d'un risque X, Y, etc. Parce que la principale utilité du plan, c'est de récupérer ce qui manque le plus dans une crise, c'est-à-dire du temps. Ouais. La chose dont on a le plus besoin et dont on n'a pas vraiment, c'est du temps. Donc, l'utilité d'un plan, c'est de savoir ce qu'on a à faire au moment où on le fait, où on doit le faire. Donc, c'est pas le temps au moment où la crise éclate de se dire, OK, à qui on devrait parler, qui devrait être autour de la table pour faire la cellule de crise, nos fournisseurs externes, est-ce qu'on a la liste des numéros de téléphone pour les rejoindre? Le temps qu'on peut trouver le numéro de téléphone, parce qu'habituellement, une crise, ça n'arrive pas le mercredi à 2h entre midi.
Comme consultant, on aimerait ça. C'est rarement dans l'agenda le mercredi à 2h l'après-midi. Ça arrive la fin de semaine, ça arrive le soir, et c'est toujours à ce moment-là qu'on n'a pas sous la main l'information. Si on n'a pas sous la main l'information, on perd un temps énorme, et c'est le temps qui joue pour beaucoup, particulièrement en cette époque des réseaux sociaux, qui viennent, j'allais dire qu'ils viennent compliquer, pas nécessairement compliquer, mais c'est un outil de plus, dont la caractéristique, c'est entre autres la vitesse de propagation. Donc, c'est pas très différent de d'autres outils, sauf qu'au lieu d'avoir un journal qui paraît une fois par jour, ben, on a peut-être un tweet ou un post Facebook aux 10 minutes. Ben ça a changé beaucoup de choses. L'arrivée des médias sociaux, ça a complexifié beaucoup la chose. Ça rend toute gestion de crise encore plus rapide, encore plus instantanée. Souvent aussi, ça amplifie les choses à tort ou à raison. Ça donne lieu à toutes sortes d'informations, des fois des fausses informations, des rumeurs. Ça pouvait exister avant, on avait un petit peu plus de temps pour intervenir, les corriger, etc. Là, ça se passe très vite, ça peut être partagé très rapidement, ça peut faire des dégâts très rapidement. Fait que l'arrivée des médias sociaux pour la gestion de crise, là, ça a beaucoup complexifié la tâche. Mais en même temps, c'est un outil fabuleux pour savoir tout ce qui se dit à gauche et à droite, des choses qu'on n'aurait peut-être pas su avant. Donc, il y a aussi un bon côté à tout ça, mais en termes de gestion, ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Mais j'imagine que c'est pratique aussi pour diffuser l'information rapidement. Mais ça devient, c'est ça aussi, ça devient une petite communication de base. J'en parlais tantôt des listes. En fait, souvent, en plan de gestion de crise, il y a des annexes qui sont plus épaisses que le temps. C'est les listes, la liste des gens à qui on doit communiquer avec leurs coordonnées, email, numéro de téléphone, etc. Et les médias sociaux, ça te permet de communiquer très très rapidement à tous ces gens-là, communiquer aussi avec des gens à l'interne dans ton organisation que tu dois informer, etc., de l'évolution de la crise et de l'état de la situation. Donc, effectivement, ça va dans les deux sens. Puis, ça permet aussi, quand quelqu'un dit telle chose, puis c'est pas vrai, de tout de suite être pris en disant non, c'est faux, voici l'information exacte, etc. Et si tu fais un bon travail de veille sur les réseaux sociaux, parce que dans le fond, intervenir sur les réseaux sociaux, oui, mais c'est généralement quand la crise est arrivée, ou à tout le moins dans les instants qui précèdent, mais c'est tout l'aspect veille qui peut être utile de savoir c'est quoi le mouvement de fond. Des spécialistes de réseaux sociaux, de la recherche sur les réseaux sociaux, nous disaient qu'ils avaient vu venir le fameux printemps érable. Ils l'avaient vu venir au moins 6 mois à l'avance par les différentes analyses qu'ils avaient faites. Donc, on est capable de prévenir aussi, de s'en servir. Si une organisation n'utilise les réseaux sociaux que pour faire, ce qui est pour moi une mauvaise façon, uniquement de la promotion, uniquement du broadcast, c'est-à-dire j'ai une nouvelle, je la sors, je fais pas de conversation, j'écoute pas ce qui se passe sur les réseaux. Là, tu te prives d'une sérieuse... Tu es moins préparé s'il y a une crise qui éclate. Parce que tu sais pas d'où vient les... J'imagine aussi que c'est un peu... avec l'avènement des médias sociaux, les firmes qui gèrent davantage des crises ou les grandes entreprises se sont un peu fait ramasser au départ par ça, j'imagine, ou il y avait quand même eu un travail en amont qui avait été fait parce que, tu sais, reste qu'il y a quand même eu un switch parce que ça s'est quand même activé rapidement, des Facebook, des Twitter, choses qui par le passé c'était moins présent. Ben oui, ça veut dire qu'il y en avait quand il y avait juste les médias traditionnels, il y a des organisations qui sont faites ramasser quand même assez solidement. Mais c'est sûr que ça multiplie les possibilités de se faire ramasser, justement. Mais en même temps, comme on disait, c'est aussi un outil que l'entreprise, l'organisation peut utiliser à son avantage pour communiquer, pour passer ses messages, etc. Ouais. J'ai plein d'exemples en tête, mais un des exemples, c'est Maple Leaf, qui était une des grandes crises au Canada. Il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont décédées, tout ça. Mais l'entreprise a bien su utiliser, puis c'était en 2008, fait que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais déjà ça commençait, a bien su utiliser les médias sociaux à son avantage pour rétablir sa réputation qui était passablement entachée parce que son produit était contaminé. Et ils l'ont fait en utilisant le bon contenu. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas différent d'un communiqué de presse ou d'un spot radio ou peu importe. C'est un outil. L'important, c'est ce que tu fais avec l'outil. C'est quoi le contenu que tu y mets? Il aurait pu bien utiliser les réseaux sociaux en disant des banalités qui n'auraient pas aidé leur réputation. Ils s'en sont bien sortis. Parce qu'au départ, ils ont adopté une stratégie de transparence. Ils ont été très agressifs. J'ai toujours à la blague, j'aurais voulu être dans le bureau la journée où le président... Quand le président a décidé de OK, on va prendre nos responsabilités, on avance tout de suite des dédommagements,
J'aimerais ça savoir, ça a pris combien de temps pour enlever les avocats collés au plafond? Mais il avait dit, le président d'ailleurs, il avait dit à un moment donné, publiquement, il avait dit, si ce n'était que de mes avocats et mes comptables, je ne serais pas en train de vous parler Tout à aujourd'hui. fait. Et lui, il y croyait, puis ça a été payant dans le bon sens du terme pour son entreprise. Et c'est là où toute la force de ce qu'est l'image et la réputation d'une organisation. Oui, ça a coûté cher, mais le dommage à la réputation a été minimisé, qui fait qu'aujourd'hui, Maple Leaf vend plus de viande qu'il en vendait. Il n'y a personne qui se rappelle de cette crise-là. Et donc, oui, ça a coûté cher sur le coup. Probablement que les avocats auraient gagné au tribunal. Mais notre tribunal, à nous, dans une gestion de crise, c'est le tribunal de l'opinion publique. Exact. Et le tribunal de l'opinion publique, il n'est pas très, très attaché aux questions de prépondérance de la preuve, de règles. Et oui, tu vas peut-être gagner, mais dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, et le dommage aurait été fait. Oui. Donc, le contenu de ce que tu communiques en gestion de crise est aussi très important. Parce que tu peux être très rapide dans ta réponse, mais si ta réponse ne tient pas la route, puis on le voit ces jours-ci avec la campagne, je ne sais pas ce qui se passe, mais les partis politiques ont comme décidé qu'ils aimaient ça, la gestion de crise, parce qu'ils, plutôt que d'arrêter et sans avoir d'informations privilégiées, tu te dis, donc, s'il avait arrêté là, ça serait fini, on parlerait d'autres choses. Mais ce que tu veux éviter dans une crise, c'est des rebondissements. C'est peut-être du sadomasochisme. Il y a peut-être... Ils veulent faire durer le mal. Il y a peut-être ça, mais tu dis, comment tu peux, à un moment donné, toi-même, répercuter ta crise? Au moins, les rebondissements, quand ils viennent de quelqu'un d'autre, tu peux toujours dire que c'est pas totalement de ta faute. Tout à fait. Mais les partis politiques ont cette capacité à oublier ces petits éléments-là. Puis je serais curieuse de savoir, quand justement une crise survient, qui se trouve autour de la table dans les premiers instants? C'est parce que là, on parlait d'avocats, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des professionnels de relations publiques. Idéalement, s'il y a un plan de gestion de crise, il y a une cellule de crise. Donc, chacun a son rôle. Chacun sait que s'il y a une crise éclate, il doit être autour de la table. Bon, ça dépend de l'ampleur d'une crise, mais une crise majeure, tu vas avoir le plus haut dirigeant de l'organisation, tu vas avoir les gens de communication, souvent tu vas avoir les gens du contentieux, puis probablement, tout dépendant de la nature de l'entreprise, les gens des opérations, surtout si les opérations sont affectées, doivent être arrêtées ou en fait sont affectées. Fait que généralement, ça va être du monde comme ça qui vont être en lien avec d'autres mondes. qui sont déjà dans le bas. Dans le plan, là, Daniel, il est avocat à tel endroit, il doit être là, puis Jean, lui, il est directeur des opérations, il doit être là, puis la cellule se réunit soit physiquement ou à tout le moins par téléphone ou autrement pour commencer. Mais moi, j'ai été chez Gaz Métro, qui s'appelle Énergie maintenant, je vais finir par m'habituer. Il y avait ça, il y avait une cellule de crise, mais quand elle était convoquée, chacun connaissait son rôle, chacun savait où aller se rendre. Il y avait une salle dédiée à ça chez Énergie, où les gens se réunissaient avec tout l'équipement nécessaire pour suivre l'évolution de la crise. Parce que le plan de gestion de crise, c'est ce que ça contient. C'est des choses aussi banales de à quel endroit on se réunit. Si on sauve 10 minutes à convoquer tout le monde, donc on sait, la cellule de crise est convoquée, on sait qui va là et on sait où on va. Exact. Et s'il y a quelqu'un dans la salle, désolé, vous êtes deuxième, même si vous êtes le président. Ouais. Et effectivement, autour de la table, ces gens-là sont identifiés. Moi, dans mes plans, habituellement, j'ai 3 catégories. J'ai la cellule de base, qui sont... et il y a après ça des gens qui s'ajoutent selon la nature de la crise, parce que tu n'as pas toujours besoin de tous les directeurs. Il peut y avoir une crise, mais il peut y avoir une crise dans le secteur de la comptabilité, parce qu'il y a un détournement, mais qui n'est pas nécessairement embêtant pour les opérations. Mais dans d'autres occasions, là, dans les opérations, j'ai pas besoin de tous les directeurs d'usine, mais j'ai peut-être besoin de celui. Donc, il y a des gens comme ça, ponctuels, qui s'ajoutent, et il y a la liste de collaborateurs externes, parce qu'à un moment donné, il faut que l'organisation soit capable d'aller chercher les ressources qu'il faut. Ces collaborateurs externes-là, c'est souvent des avocats, c'est souvent des agences de communication, il va y avoir des firmes de publicité parce qu'il y a de la production à faire. Donc, ces gens-là, c'est 3. Mais le point commun, c'est que ces gens-là sont identifiés. Et on a leur numéro de téléphone, leur numéro de cellulaire, leur numéro au chalet, avec tout ce qui fait qu'on est réactif rapidement. Puis justement, parlant de réactif, c'est quoi les premières étapes quand une crise qui survient? Je dirais colliger les faits, s'assurer qu'on détient la bonne information. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça dépend de la nature de la crise, mais vraiment avoir tous les faits en main. Puis après ça, préparer sa communication. Quand on a un plan, souvent, il y a une partie de la communication
qui est déjà préparée, mais après ça, il faut la décliner en fonction de la crise comme telle, mais communiquer avec nos publics, donc les publics, c'est les partenaires, les stakeholders, les publics en interne, les médias, etc. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment de colliger les faits, puis de mettre en place une veille pour voir comment la crise évolue, notamment dans les médias sociaux, etc. Parce que la qualité première, la première réponse va vraiment être influencée par ce que tu sais. Et il peut arriver au moment où la crise éclate que les médias sont avertis à peu près en même temps où ils débarquent, puis les médias où ça sort, ça peut sortir sur les réseaux sociaux. L'erreur à faire, c'est d'attendre d'avoir les résultats. Sortons pour dire nous prenons l'information et nous allons revenir parce que le temps qu'on collige ces informations-là pour permettre la bonne réponse, ben, il faut occuper quelque part le vide, il faut prévenir nos intervenants, nos interlocuteurs qu'on le sait et qu'on va revenir parce que sinon, la communication, comme l'univers a horreur du vide, donc il y a quelqu'un quelque part qui va la remplir. Et la charité chrétienne ne faisant pas partie des critères dans un monde de concurrence, Ils sont moins doux dans ce domaine-là, les journalistes, dans ce genre de moment-là. non, mais ça peut, je pense aux réseaux sociaux, ça peut être des groupes d'intérêt qui décident Oui, de c'est vrai. venir d'attaquer. Qui en profitent pour... Et eux non plus ne sont pas soumis à la transparence, à la justesse des faits et ces choses-là, alors que comme organisation, on n'a pas le choix d'être transparent. Parce que de toute façon, c'est la pire chose à faire que d'essayer de jouer avec le message puis de jouer avec les faits. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui va pouvoir... Et ça, c'est aussi le fait des réseaux sociaux, parce qu'auparavant, on pouvait se limiter à notre monde, à nous. Mais il y a des gens qui sont passés dans l'organisation qui n'y sont plus. Il y a des gens qui savent des choses qui peuvent maintenant, grâce entre autres aux réseaux sociaux, les dévoiler. Et donc, moi je dis toujours, une information devient publique quand plus qu'une personne est au courant. Parce qu'on ne sait jamais après ça où elle peut aller. Et le secret, c'est simplement quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. Moi, j'aurais le goût de rentrer dans des exemples aussi, tu sais, pour illustrer un petit peu la table qu'on vient de mettre. Est-ce que vous voulez commencer par des bons ou des mauvais exemples? Malheureusement, je pense qu'il y a plus de mauvais que de bons, mais il y a des bons. Puis peut-être qu'on se souvient plus des mauvais aussi. Les mauvais! On va y aller par les mauvais. Un mauvais qui a fait le tour de la planète, c'est United Airlines et l'expulsion du passager. Donc, rapidement, ils ont fait, comme beaucoup de compagnies aériennes, ils avaient fait du surbooking, fait qu'ils ont décidé qu'ils ont demandé s'il y a des gens qui voulaient quitter. Il y en avait pas assez qui volontairement voulaient quitter, fait qu'ils ont décidé d'en sortir. Moi, ce qui m'a frappé, évidemment, de la façon dont ça s'est fait, les agents de sécurité qui sortent la personne et ensemble dans l'allée, c'est affreux comme image. Ce qui est frappant quand on regarde les images de ça, puis c'est encore disponible facilement sur YouTube, c'est de voir que tout le monde dans l'avion, son téléphone, et filme la scène. Donc, le gars n'est même pas sorti de l'avion, que c'est déjà sur les médias sociaux. Et donc, image évidemment extrêmement négative pour la compagnie. En plus, les premières réactions de la direction, notamment le président, les gens ont bien agi, puis c'est comme ça que ça marche, puis etc. Puis même, je félicite mon personnel, puis etc. Mais devant la pression de l'hôtelier, il a fini par s'excuser plus tard, mais c'était trop tard. Et l'image était affreuse. Et même dans les jours qui ont suivi, le titre en bourse de United a baissé, etc. Donc ça, je trouve que c'est un exemple frappant qui est très connu, mais de mauvaise gestion. Pourtant, je suis sûr que chez United, il y a un plan de gestion de crise. Les avions, ils peuvent arriver des accidents, etc. C'est sûr qu'il y en a un, c'est une grande compagnie. Mais surtout des avions, là. On ne se le cache pas que c'est quand même un haut taux de risque. Mais je pense que c'est le département du marketing des compagnies aériennes qui ont pas de plan. Ça se peut. Parce que dès qu'arrive un problème lié aux consommateurs, trop souvent, c'est Air Transat qui a eu des problèmes avec des vols annulés. Dès qu'il y a un retard le moindrement long, comme par hasard, on n'est pas capable de les rejoindre. Parce qu'effectivement, les compagnies d'aviation, au niveau de la gestion de crise d'événements majeurs, ils sont au quart de tour. Ouais. C'est militaire comme façon de fonctionner. Mais dès qu'il y a, comme dans ce cas-là, un problème qui est lié à un client, ils ont ce premier réflexe de « non, c'était comme ça, puis c'est tout », ou de disparaître. Ouais. Puis là, à un moment donné, la pression des réseaux sociaux les fait... C'est vrai que les compagnies aériennes, de façon générale, s'aident pas dans ces situations-là.
Puis c'est vrai que souvent, ben, avec l'avènement justement des créateurs de contenu, des influenceurs, etc., tu sais, on voit quand même souvent des sorties de personnes qui ont une tribune contre des compagnies aériennes. Vous connaissez United Breaks Guitar? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, United Airlines, toujours, un gars qui est musicien, qui a sa guitare, ils ont, dans la manutention de son bagage, ils ont brisé sa guitare. Fait que là, il s'est plaint à la compagnie, ils n'ont pas voulu l'indemniser, prétendant que je sais pas trop quoi, bagage hors norme, etc. Le gars, c'est un musicien, il a fait une petite clip qui s'appelle United Breaks Guitar. Il a composé une petite chanson. Oh my United brise des guitares. Et ça a été, écoute, ça doit dater d'à peu près 4-5 ans peut-être. Ça roule encore, je suis sûr que vous pouvez voir ça. Puis, mais là, au niveau de l'image, tout ça pour pas y avoir donné quoi, 100$, 150$, ouais, c'est ça, je sais pas quoi. Tu as un clip qui te moque de toi, qui fait le tour de la planète, pour sauver 200$ peut-être. On parlait tantôt gestion d'enjeux, gestion de crise. Voilà un enjeu clair. On va perdre des bagages, on va briser des bagages. Oui, on le sait. Effectivement. Et probablement que c'est passé d'abord par la politique est passée d'abord par le département de la comptabilité puis le département légal qui ont dit non, on n'a pas de raison on n'a pas de. Le problème, c'est quand ça affecte la réputation que il y a circule et le quelques centaines de dollars, même si c'est 1000$, c'est rien comparé aux dommages que ça a fait à leur réputation. Tout à fait. Ah non, c'est vrai. Est-ce que, Jean, tu aurais un exemple également d'une crise que tu aurais pu voir, soit plus locale ou internationale, que tu trouves qui n'a pas été gérée de façon optimale? Ben, je me sers d'exemple récent avec la campagne électorale. Je pense que toute la situation autour de la candidature de Mme Gertrude Bergeron, Bourdon, pardon, merci, a été mal gérée. À la fois par le Parti libéral et à la fois par la coalition Avenir Québec. Ils se sont entêtés, pour des raisons que je m'explique mal, à faire perdurer le problème, alors qu'ils auraient pu régler ça. C'était un problème pour les deux côtés. Il y a un parti qui a eu l'air fou parce qu'il pensait qu'il y avait une belle prise, il se l'est fait. Et il y a l'autre parti qui a fait durer le temps, et ça a pris 4 jours avant de l'entendre. Et même depuis qu'elle a été annoncée, on la voit pas, ses premières apparitions n'ont pas été très convaincantes. Voilà une mauvaise façon de gérer. Et les partis, la même chose dans l'histoire de François Ouimet dans Marquette. Le Parti libéral savait que François Ouimet ne revenait pas. On attend la veille. Pourquoi on attend la veille? Voilà une gestion d'enjeu qui s'est transformée en gestion de crise. Il y a probablement de bonnes raisons qui peuvent, ou en tout cas, je sais pas, il y a sûrement des raisons qui expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça. On savait qu'on allait le renvoyer, entre guillemets. Et on a attendu la veille. Et puis une fois que la situation est arrivée, bien évidemment, là, on embarque dans le jeu de la politique qui est justement de ne pas faire preuve de charité chrétienne face à l'adversaire. Donc ça, c'est souvent des cas malheureux qui... Mais à contrario, il y a des exemples qui fonctionnent bien. Un peu dans le même genre de mauvais traitement de colis. Il y a pour Later, il y a quelques années, un livreur qui va livrer une télévision. Pas de réponse, prend tout simplement la boîte de télévision et la lance par-dessus la clôture. Et évidemment, il y avait En général, ça fait pas du bien de télévision. C'est pas une bonne idée. Et tu vois clairement que c'est une télé. tu vois clairement que c'est une télé. Et il y avait une caméra de surveillance. Et évidemment, Later n'a pas voulu et le monsieur a décidé de mettre le film sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, Later, une fois que ça a été fait, dès que ça a monté dans la hiérarchie, a rapidement dit inacceptable, on s'excuse, et ils ont immédiatement amorcé une espèce de programme de formation pour les livreurs qui fait en sorte, et ils l'ont documenté, ils l'ont suivi, qui fait en sorte que aux États-Unis, aujourd'hui, Later a toujours la même, et voire probablement augmenter sa part de marché. Ça aurait pu être le genre de United Breaks Guitar. Mais dans ce cas-là, et systématiquement, quand les gens revenaient sur cette affaire-là, les gens, et surtout sur les réseaux sociaux, les gens chez Later revenaient à la charge, expliquaient ce qui s'était passé, expliquaient ce qu'ils avaient fait. Donc, oui, il y a eu de la diffusion de la mauvaise nouvelle, mais on a su limiter les dommages. Parce que dans un processus de gestion de crise, il faut tenter de limiter les dommages.
On fera de la récupération après, on reviendra, on trouvera des façons de faire pour revenir à demain. Mais pendant la gestion de crise, c'est pour ça que les pompiers arrosent les voisins. Oui, peut-être les maisons, quand c'est trop proche, peut-être que ça fait des dommages par l'eau chez les maisons à côté, mais au moins elles brûlent pas. Pour prévenir que... C'est ça, exactement. Parce que souvent, je dis d'ailleurs, c'est intéressant, ce que je dis souvent à mes clients, quand la crise comme telle est finie, il reste encore beaucoup de travail à faire. Oui, le feu est éteint, pour prendre l'analogie de Jean, mais là, il faut travailler sur rétablir, enquêter, voir ça a été quoi, les dommages à la réputation, etc. Puis si dommages il y a, de quelle nature ils sont, puis travailler sur un plan pour rétablir, reconstruire, etc. Donc, la job n'est pas finie parce que le feu est éteint. On est content, on a passé 24, 48, une semaine intense, mais la job, après ça, j'avais entendu justement, on donnait l'exemple de Maple Leaf tantôt, la directrice des COM, la vice-présidente des COM, qui disait que pendant 1 an, après la crise a duré à peu près 2 mois, la période a duré à peu près 2 mois, mais pendant 1 an, un peu plus d'1 an, ils ont travaillé très fort sur rétablir la réputation de l'entreprise et tout ça. Donc, quand la crise est finie, il reste encore beaucoup de travail à faire. Messieurs, il nous reste tellement pas de temps, Oui. il reste 5 minutes, on devrait en parler vraiment longtemps parce que c'est super intéressant. Peut-être finir sur une bonne note. Peut-être des actions ou des gestions de crise que vous soulignez parce qu'ils ont bien été gérées ou autre. Ça peut être ici, ça peut être à l'international. Et pourquoi ces crises-là ont bien été gérées? Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est assez récent, c'est Starbucks. Starbucks aux États-Unis, donc vous connaissez un peu l'incident dans un Starbucks, je pense que c'était à Philadelphie, où il y avait des clients qui étaient noirs, qui étaient entrés, puis il y en a un qui était aux toilettes, il attendait, bref, il y avait un peu de niaiserie, tout ça. Et il y a un employé qui a appelé la police, se sentant menacé, ou je ne sais pas quoi. Visiblement, c'était un cas où, est-ce qu'elle aurait appelé la police si les clients étaient blancs, c'est pas certain, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Et Starbucks a très, très vite réagi pour dire non, on n'accepte pas ça, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et ils ont tellement réagi fort, mais fort d'une belle façon, qu'ils ont fermé tous les restaurants aux États-Unis et au Canada au mois de mai, si ma mémoire est bonne, une journée de temps, pour donner une formation à l'ensemble de leurs employés sur ce genre d'attitude-là à avoir par rapport à des comportements comme ça. Et puis, je comprends qu'ils aient fait ça parce que pour Starbucks, ce genre d'incident-là, ça va complètement à l'encontre de toute l'image qu'ils ont bâtie depuis qu'ils existent. Donc, je trouve qu'ils ont réagi rapidement, ils ont réagi de façon appropriée et leur réaction est devenue un objet de communication positif. Hein? On va donner une formation aux gens, on est prêt à perdre une journée de revenus partout en Amérique du Nord parce que c'est un enjeu important pour nous. Fait que ça, je trouve que c'est un exemple intéressant de réaction à une crise. Ben, tellement, là, ça envoie un beau message. Oui, d'autant plus que Starbucks avait recyclé, parce que l'idée de fermer pour donner une formation, il l'avait déjà fait quelques années auparavant, parce qu'ils avaient été critiqués, le café c'était mal, et ils avaient fermé pour donner une formation aux baristas sur... c'est bon. Donc, ils ont recyclé cette façon de faire. Moi, comme exemple, c'est 2 exemples un peu similaires sur des événements malheureux qui sont à la fois la crise du verre blanc et Mégantic. Où, dans les 2 cas, les autorités ont fait un bon travail parce que voilà 2 situations où on disait tantôt quels sont les faits, mais le principal élément que les gens doivent savoir, c'est à quel moment ça va être réglé dans le cas du verglas et dans le cas de Mégantic, qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais, et ça, tu n'as pas les réponses. Mais ils ont réussi à maintenir la transparence. Probablement que Mégantic a bénéficié de ce qui peut être fait dans le cas du verglas. Mais voilà 2 autres exemples où la transparence est toujours payante. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'essayer d'enrober. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. On dit pourquoi on ne le sait pas, on dit quand est-ce qu'on va le savoir, et on passe à autre chose. D'essayer d'improviser. À un moment donné, on va se faire prendre Et ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle de certains points de presse à Mégantic où les autorités se sont faites un peu brasser parce qu'il n'y avait pas de réponse à donner. Mais au moins, ils étaient là pour donner Ça permettait, entre autres, d'éviter que la rumeur parte. Ça permettait de tuer dans l'œuf des mauvaises informations qui pouvaient aussi circuler. Et ça a été un bel exemple
d'organisation d'un point de vue de communication où toutes les autorités étaient vraiment concertées dans ce cas-là. C'était pas juste la police qui faisait son show d'un côté, puis la sécurité publique de l'autre. Non, on savait que quand RDI ou LCN se branchait à Mégantic, on savait qu'on en avait pour une bonne demi-heure parce qu'on en avait 5-6 qui allaient passer. Mais ça permettait d'avoir toute l'information en même temps, directement de la bouche du cheval, comme on dit. Tout à fait. Eh bien, un grand merci d'avoir Merci été à des vous. nôtres. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant, informateur, ceux qui nous écoutaient. Et on se voit la semaine prochaine. Un dernier merci, Jean Gosselin et Daniel Matt, d'avoir été avec nous pour ce sujet de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.